L'association des naturalistes de Mayotte, donc, notre objectif principal, c'est de mieux connaître et de mieux protéger le patrimoine. Alors, il peut être historique, mais il est principalement naturel en ce qui nous concerne. À la naissance, un petit peu de l'association, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, les créateurs avaient déjà initié une revue de vulgarisation scientifique sur la biodiversité, sur le patrimoine, mais uniquement sur Mayotte. On avait envie de faire renaître cette revue et de la connecter carrément à tous les territoires, dans un premier temps francophone de l'océan Indien occidental. Et dans le cadre d'un appui de l'Agence française de développement avec une mise en œuvre d'Expertise France par l'intermédiaire du programme Varuna, disposer d'une enveloppe qui nous a permis de relancer cette revue. Ce n'est pas une revue de journalistes, c'est une revue à contributeurs, c'est-à-dire que vous êtes un chercheur séchellois, un acteur d'une ONG malgache, un bénévole de la société civile comorienne, un élu réunionnais, peu importe qui vous êtes, si vous avez des actions de connaissance ou de protection de la biodiversité dans l'océan Indien occidental, vous nous intéressez et votre article et la manière dont vous le construisez est ouvert à la revue. Cette revue, elle n'a pas de sens sans ses contributeurs. GECO est décliné de plusieurs manières. C'est d'abord une revue papier semestrielle. Ça, c'est le premier numéro. Le second numéro va sortir en PDF la fin mars et en imprimé courant avril de façon semestrielle. Ensuite, on a un site web qui nous permet de publier des articles de la revue imprimée, mais pas que. On peut aussi publier un article que Midi Madagascar a sorti qui est très intéressant sur une espèce nouvellement connue ou autre chose. On va le décliner sur les réseaux sociaux avec effectivement peut-être pour l'instant principalement Facebook et LinkedIn qui nous permettent de toucher de lectorats très variés. Et nous sommes en train de mettre en place une plateforme de webinaire. Ça va s'appeler l'heure du GECO. Ça va se passer le mercredi, une fois par mois, entre midi et deux. Encore une fois, vous êtes un doctorant sur une espèce de chauve-souris endémique de Madagascar. Vous êtes dans une ONG mauricienne qui lutte pour la préservation d'un îlot. Eh bien, vous intervenez dans un webinaire et on essaye d'interconnecter les autres étudiants, acteurs, ONG, chercheurs à participer à ce webinaire pour partager des choses qui sont souvent très similaires finalement entre les îles, même si les tailles et les origines sont variées. Énormément de choses qui sont faites sur chacun des territoires, mais qui ne sont pas forcément partagées avec les autres territoires, alors qu'il y a des bonnes pratiques, il y a des mauvaises pratiques, il y a des échecs, il y a des succès, il y a des nouveautés, enfin, il y a vraiment énormément de choses, et puis il y a des gens qu'on peut mettre en contact. Donc, cette idée de pouvoir mettre ça sur le papier ou sur le web, en tout cas, de partager les expériences des uns et des autres en faveur de la biodiversité, pour nous, ça nous semblait être vraiment une de nos une chose qui devrait être faite et donc on s'est missionné nous-mêmes à proposer ça. Les pressions sur les mangroves sont énormes, alors que les services écosystémiques que nous apportent les mangroves sont bien plus importants. Une mangrove saine et en bonne santé, protégée, va nous apporter beaucoup plus que sa destruction à court terme. Elle va nous protéger contre les événements littoraux, hein. Ça peut être les barrières littorales contre la montée des eaux. Elle va abriter une biodiversité et souvent faire office de nourricerie, voire même de zone de reproduction pour de très nombreuses espèces, que ce soit des oiseaux, des reptiles, mais aussi énormément d'espèces marines, hein. À Madagascar, là, on parle de la crevette, des holothuries, on va parler de beaucoup d'espèces. C'est une zone de protection pour de nombreux animaux. Donc, son importance est majeure, alors que c'est vrai que bah, ce n'est pas forcément la zone la plus touristique, parce qu'on va souvent plus aller vers faire de la plongée dans les récifs coralliens, aller dans les Tsingy de Madagascar, etc. Et donc, ça nous paraissait important de partager ces différentes expériences et de valoriser les actions des différents acteurs sur les territoires. Les COBAS, c'est
des accords de partenariat qui sont travaillés avec les communautés de base. Et ces accords, en fait, permettent à une unité de gestion qui peut être le gouvernement, qui peut être Madagascar National Parks, qui peut être des délégataires de gestion comme probablement le WWF ou autre, qui permettent à ces communautés de disposer d'abord d'une légitimité et éventuellement de moyens pour mener des actions en faveur euh, du développement durable des espaces qui leur ont été confiés. C'est-à-dire qu'au lieu qu'une grosse machine, une grosse ONG vienne dire, bah voilà, et on va faire comme ça, on va organiser tout ça, on va protéger comme ci, etc. Là, il y a vraiment un travail communautaire qui est mené. Bah, pourquoi la communauté a un impact négatif sur la mangrove? Comment faire en sorte que cette communauté puisse subvenir à ses besoins en diminuant, voire en éliminant ses impacts, et pourquoi pas même carrément aller renverser la balance et travailler sur le développement durable de la communauté grâce aux retombées que peuvent leur apporter les écosystèmes. Quand on survole Madagascar, malheureusement, on a des petites fumées un peu partout et ça fait toujours mal au cœur. Mais localement, quand on zoome, on voit bien qu'il y a des initiatives qui sont prises avec les centaines, les milliers de communautés, parfois très éloignées des centres urbains, avec qui bah, il faut travailler depuis la base, depuis la racine. Et c'est vraiment l'idée de ces co-bases, c'est de revenir à quelque chose d'essentiel sans forcément se précipiter, mais de faire en sorte que le message, l'ambition s'intègre dans les esprits des uns et des autres, qu'il y ait une prise en compte autonome finalement de ces mécanismes de préservation. On est sur une dizaine d'espèces de palétuviers, donc d'espèces végétales relativement communes au territoire. Certains vont jusqu'à 5 ou 7, d'autres vont jusqu'à 9. On a d'abord ces palétuviers qui sont les emblèmes de la mangrove, hein. C'est eux qui sont les végétaux de l'écosystème mangrove et qui vont abriter en fonction de leur emplacement dans la zone de balancement des marées, qui vont abriter différentes espèces plus ou moins immergées ou terrestres. Ces espèces de palétuviers sont déjà elles-mêmes d'une importance majeure parce que bah, elles seules peuvent vivre dans cette partie intertidale de la côte. Et après, au niveau animal, eh bien, c'est vrai que on va penser plus souvent aux espèces d'oiseaux que l'on voit nicher sur les palétuviers. Alors, par exemple, si on prend Mayotte, on va parler régulièrement euh, des, euh, des crabiers blancs. Sur Madagascar, on va avoir les sarcelles de Bernier, on va avoir les hérons de Humblot, on va avoir l'ibis malgache. Je suis allé faire un tour dernièrement sur Majinga en s'enfonçant la Betty-Book. On arrive sur des zones un peu de mangrove fluviales où il y a des flamants roses par milliers, c'est magnifique. Donc voilà, ces écosystèmes abritent de nombreuses espèces d'oiseaux. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a cette importance liée à l'exploitation de certaines ressources marines sur Madagascar, comme la crevette, comme le crabe, où là, vraiment, il y a de très gros efforts à faire en matière de développement durable.